Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la première des petites conférences de la série qui aura lieu cette saison ici à la Maison de la Poésie. Je vous annonce les deux suivantes. Ce sera au mois de janvier Marc Namblard qui est audio-naturaliste qui va enregistrer dans la nature des sons d'animaux, d'insectes, des sons aussi de la nature, et qui d'ailleurs travaille beaucoup avec le cinéma. Donc il viendra là et il vous fera entendre des sons qu'il enregistre. Il vous expliquera comment il les enregistre. Et je vous aurai l'occasion de découvrir des sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Ça, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc ça sera au mois de janvier. Et au mois de mars, Vinciane Després, donc philosophe, viendra parler de la mort. Parler de la mort aux enfants, c'est pas évident, mais elle en fait le pari. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Michel Troisgros. Michel Troisgros, cuisinier étoilé, qui a bien accepté de venir nous parler de son métier, de sa vie, de son restaurant. Voilà, alors on va d'abord, je dis ça pour les enfants, on va d'abord écouter Michel Troisgros. Moi, je vais lui poser quelques questions. On verra des images aussi, des photos, des vidéos de son restaurant. Je crois que Michel nous a préparé une petite surprise aussi qu'on pourra goûter à la fin. Et puis, il y aura un débat au cours duquel je donnerai d'abord la parole aux enfants et ensuite aux adultes quand les enfants n'auront plus de questions. Et vous savez que donc toutes les petites conférences sont enregistrées et un grand nombre d'entre elles sont publiées aux éditions Bayard dans une collection qui s'appelle les petites conférences. Voilà. Alors Michel, à nous. Bonjour Gilberte. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Le titre de la conférence, on a dit « Comment devient-on cuisinier ?» Alors, déjà, est-ce que quand vous étiez enfant, vous rêviez déjà de devenir cuisinier? Alors, le titre de la conférence, je crois bien que c'est le fruit de la passion, non? Le fruit de la passion, c'est vrai. Mais ensuite, comment devient-on? Enfin, c'est tellement lié, voilà. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion. D'abord, pourquoi le fruit de la passion? Pour le fruit de la passion. Parce que je suis passionné, parce que j'ai reçu la passion. Une passion qui m'a été transmise d'ailleurs à la fois par mon père, ma mère, ma grand-mère, bon, etc. Il y a ces passions-là héritées. Ensuite, il y a les passions du fruit que j'ai découvert au Brésil il y a un peu plus de 40 ans. Mon premier fruit de la passion que j'ai goûté, que j'ai adoré. Mon frère est au Brésil et c'était mon premier voyage, j'allais le voir. Et c'était pas une caipirinhe ou c'était pas une boisson alcoolisée à base de fruits de la passion frais. C'était vraiment la cuillère dans le fruit de la passion. Et j'ai adoré ce fruit. Comme après, ça m'a ouvert aussi, on pourrait dire, la possibilité de l'acidité du fruit de la passion dans la cuisine. Voilà. Donc, alors après, comment la cuisine quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez déjà de... Alors, la Maison Troisgros, c'est une histoire de famille, oui. De 4 générations de cuisiniers. Oui. Mais est-ce que c'était évident pour vous de devenir cuisinier quand vous étiez enfant? Non. Et comment c'est venu alors? En voyant, en grandissant, en faisant un choix à l'âge de 15 ans de rentrer à l'école hôtelière. En fait, j'ai eu un contact avec la cuisine et tout ce qu'elle peut donner comme plaisir par mon enfance, mais surtout mon enfance maternelle, plus que l'enfance paternelle. Parce que l'enfance paternelle, elle était très occupée, on va dire, très occupée par l'activité du restaurant, qui était déjà un grand restaurant, et mes parents étaient réellement très... oui, ils avaient une activité qui leur prenait tout leur temps. Donc, très tôt, j'ai été confié au foyer de ma grand-mère, qui était italienne. On va la voir plus tard. La grand-mère, oui. Voilà. Peut-être on peut envoyer la photo de la grand-mère.
Donc en fait, on pourrait dire grâce à elle, mais pas seulement. Mais c'est grâce à elle que le goût arrive, mais inconsciemment. Hein. C'est comme vous, les enfants. Vous grandissez, en fait, vous avez ou pas la chance d'avoir des bons ingrédients à la maison, aussi simple. Hein. Il n'y avait pas de grande cuisine chez la Mémé Forté. Il y avait de la cuisine, mais c'était de la cuisine qui était faite avec cœur. Et donc, ça nous suffisait, nous, pour nous régaler. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là la vocation de la cuisine. Je m'en rends compte, en fait, de tout ça au moment où je rentre à l'école hôtelière, à Grenoble. Et là, lorsque j'ai affaire à d'autres qui n'ont pas eu la chance de grandir dans ce foyer, et puis on va dire divisé hein, quand même entre le foyer maternel, grand maternel, ma grand-mère, et le restaurant, eh bien, en fait, j'avais des acquis que d'autres n'avaient pas. Ces acquis-là, c'était le palais. C'était pas tant les techniques de faire, parce que j'avais pas cuisiné aux côtés de mon père, un peu les gnocchis auprès de ma grand-mère. Alors, les fameux gnocchis, d'ailleurs, de la grand-mère, on a la photo aussi. Alors ça, c'est vous, au premier plan, avec la grand-mère. Mon frère Claude, qui est au Brésil. Et voilà les gnocchis. Ouais. C'est pas une photo d'époque. Hein. Ah. Je crois qu'on a une photo d'époque où on la voit, la mémé, avec ses gnocchis à la main. Non, ça, c'est la réplique des gnocchis. Voilà, parce qu'elle faisait ça, elle mettait ça sur une assiette. Mais je pourrais vous raconter, elle faisait ça tous les dimanches midi. Il y a peut-être des Italiens, là. Là. Les recettes de gnocchis sont toutes les mêmes dans le nord de l'Italie. Pas des gnocchis de semoule, c'est des gnocchis de pommes de terre. Hein. Gnocchis de pommes de terre qui se faisaient chez elle, en tout cas, puis je crois avec toutes les femmes italiennes, toutes les mamas, elles se faisaient au pif. À son époque, on ne parlait pas de variété de pommes de terre, elle prenait des pommes de terre. Donc il fallait. Ces pommes de terre étaient généralement vieillies en cave. Les meilleures étaient celles qui étaient le plus affinées, qui étaient restées le plus longtemps en cave. Et elle faisait cuire ses pommes de terre pour faire la purée. Et après, au doigté, comme ça, elle jugeait des jaunes d'œufs et de la farine. Mais au doigté, pas de recette écrite. Donc elle jugeait en effet de la texture de ce mélange-là, purée de pommes de terre, sel, bien sûr, jaune d'œuf d'abord, farine après. Malaxée avec un peu de farine sur la table de la cuisine, sur la toile cirée, et là, elle sentait les choses. Après, donc, elle roulait ça en boudin, vous l'avez les uns et les autres, vous avez peut-être déjà fait, après découpé au couteau juste et méthodiquement à la bonne portion, et puis après, il y a cette technique où on roule sur le dos d'une fourchette, toujours avec les mains farinées, toujours en farinant la table et la fourchette, et hop, on amène en fait le gnocchi en lui faisant faire un quart de tour sur le dos de la fourchette, et ainsi on crée des stries. 4 stries, d'accord. Ces stries-là, c'est pas par hasard, c'est pour choper la sauce au moment où, après, la sauce arrive. La cuisson était faite dans une grande gamelle, mais ça, la cuisson, elle était faite au moment où on passait à table tous les dimanches midi. C'était une cérémonie, la famille. C'était comment dire, il y avait énormément de respect à ce moment-là. Elle était tout à ses gnocchis à la cuisson dans une grande gamelle d'eau salée. On ne parlait pas d'huile d'olive, on ne parlait pas de parmesan, il n'y en avait pas. Il y avait du gruyère à trous, on appelait ça comme ça, bon, enfin, c'est élémental. Et puis il y avait la moulinette, donc elle avait pris soin de faire ça et de le mettre dans des petits récipients sur la table, comme ça. Hop, la cuisson. Alors elle disait que la cuisson, quand il remontait à la surface, c'était cuit. Il y en a qui sont toujours restés au fond, j'ai jamais compris. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui montent, il y en a qui restent au fond. Hop, on les cueille dans un grand saladier. Là, dans ce grand saladier, en ayant pris soin avant d'avoir mis une sauce tomate, mais une sauce tomate qui était... Parce que les gnocchis, on les mangeait surtout en hiver. La sauce tomate était faite avec les tomates de l'été, de la fin d'été, et mise en conserve. Elle était meilleure. Meilleure mise en conserve que fraîche. Meilleure parce que la pasteurisation devait, j'imagine, profiter à la concentration des saveurs. Et aussi, on pourrait dire, le millésime, le fait de garder en cave pendant quelques semaines, quelques mois,
profiter à la qualité de la sauce tomate. Probablement aussi la qualité des tomates. Hein. Mais donc cette sauce tomate-là, fumante, parfaitement assaisonnée, au fond du saladier, hop, les gnocchis dessus. Et alors là, il ne faut pas prendre une cuillère. Le cuillère, c'est pour servir, mais pour mélanger, il faut y aller. Voilà. C'est pour ça que le récipient doit être assez grand, et pour pas qu'il y ait de la masse, une épaisseur de masse, pour pas que les dernières, après, soient abîmées par le poids des premières. Voilà. Et hop, on enrobe, et puis après, on sert. Et là, c'est la fête. Voilà. Et c'était la fête, elle nous servait ça avec une fierté, évidemment, ça fumait, fierté toute italienne, hein, je ne vous dis pas la fierté d'être italienne à ce moment-là, puisqu'elle avait l'impression de nous amener de son pays, de sa culture, de son héritage aussi, bien entendu, c'était des gestes appris, c'était des gestes probablement de sa maman, et voilà. Et là, elle chantait, elle se mettait à chanter. Voilà. Donc, voilà, on va faire. Là, j'ai été trop long là-dessus, mais vous dire que probablement qu'elle y est pour quelque chose dans le choix de mon frère, d'abord, aîné, Claude, de rentrer à l'école hôtelière. Et le mien, après, de rentrer à l'école hôtelière aussi. Et puis la cuisine, quand on s'y engage, c'est passionnant. Voilà. Alors, donc, vous commencez... Alors, ensuite, avant d'aller au restaurant, il y a des voyages. Vous voyagez au Japon. Et je crois que le Japon a eu une grande influence ensuite sur votre cuisine. Oui, mais là, je suis déjà cuisinier, là, quand le Japon... Alors, bien sûr, si j'ai été au Japon, j'étais adolescent, j'ai eu cette chance-là, en effet, d'être parmi les cuisiniers de ma génération, un des premiers à aller au Japon, donc à avoir accès à la sauce soja. Elle n'existait pas en France, hein, je parle là des années 75, hein, au gingembre. Inconnu en France, le gingembre. Le yuzu, n'en parlons pas, même le yuzu, les premiers voyages au Japon, on n'en trouvait pas de yuzu. Alors que c'est l'origine. C'est dans les années 85-90 qu'on a commencé avec moi. Enfin, mon papa voyageait plus beaucoup au Japon. Il m'avait délégué la responsabilité parce que j'étais très heureux, j'étais très à l'aise en fait au Japon. Et j'étais très demandeur de cette culture japonaise, très demandeur de la gourmandise japonaise aussi, de tout ce que les repas au Japon pouvaient m'apporter. Donc les premiers yuzu, je les ai ramenés dans mes bagages. Mais à l'époque, en France, on ne parlait pas de yuzu, on ne parlait pas de tous ces agrumes du Japon, le sudashi, etc. Wasabi, inconnu en France. Donc j'en ramenais dans mes bagages. Des fois, je me suis fait piquer et pincer par les douaniers qui m'ont tout confisqué. Ils ne m'ont jamais mis sous clé, hein, moi, mais ils me confisquaient les comestibles que je ramenais dans mes bagages. Et donc, j'ai été parmi les premiers à, on pourrait dire, à agrémenter ma cuisine avec des condiments japonais. Au point, d'ailleurs, où après, l'étiquette du plus japonais des cuisiniers français, elle m'est tombée dessus, puisque, voilà, j'avais en effet, je venais glisser comme ça quelques techniques, quelques ingrédients japonais dans ma cuisine parce que j'aimais ça. C'était pas pour faire un effet, c'est parce que j'aimais profondément ce que je découvrais là-bas et ça m'intéressait de venir intégrer dans des plats j'étais héritier moi à ce moment-là. Hein. Donc il fallait que je fasse entre cuisine héritée, ne rien bouger. La clientèle venait dans le restaurant pour connaître une cuisine connue, on va dire, retrouver une cuisine connue. Et moi, qui venais glisser comme ça, venais moderniser par des petites touches, en effet, un peu inconnues, en tout cas, et japonisantes. Alors, donc là, c'était le restaurant donc, qui était en face de la gare à Roanne, en ville. Mais vous avez souhaité, là, récemment, tout changer et aller à la campagne. Tout changer pour ne rien changer, parce que le changement, c'est un exemple chez les Trois Gros. Mon grand-père, en 1930, il a fait plus fort. Il est venu de Chalon-sur-Saône, où il était restaurateur, pour déménager place de la gare à Roanne. Il était restaurateur, il est devenu hôtelier-restaurateur, place de la Gare. Donc c'était une aventure encore plus grande. Il était avec Marie, hein, son épouse, ils l'ont fait à deux, mais quand même, il n'avait pas un rond et il l'a fait quand même.
Donc, chapeau. Non, nous, on l'a fait avec Marie-Pierre parce que... Marie-Pierre, donc, qui est votre compagne, votre épouse. Oui. On a sa photo, je crois. Oui, voilà. La voilà, Marie-Pierre. La voilà. Oh, c'est Marie-Pierre qui a... En fait, j'ai suivi Marie-Pierre. Elle avait moins de nostalgie que moi. Elle était dégagée de cette... oui, elle était dégagée de la nostalgie. Seule, j'aurais jamais pu... j'aurais pas pu entreprendre un tel déménagement. J'aurais pas osé. Pour la mémoire, j'aurais pas osé. Parce qu'il s'agissait donc de quitter la ville et d'aller à la campagne. Voilà, pas loin, hein, à 10 kilomètres. Le petit Roanne devenait le grand Roanne. D'ailleurs, c'était à l'époque Patrick Bouchin qui nous avait trouvé cette idée-là, édition de Patrick Bouchin, donc, qui est l'architecte de ce nouveau restaurant. Voilà, l'architecte qui venait un peu chatouiller le maire de Roanne à l'époque, disait non, vous ne pouvez pas partir, c'est pas possible, c'est une trahison, Petit Roanne, etc. On dit, écoute, on passe du petit Roanne au grand Roanne, c'est quand même... parce qu'en effet, l'agglomération s'appelle le grand Roanne chez nous. Donc on allait à 10 km, D'abord, on est tombé amoureux d'un lieu qu'on avait à l'œil depuis fort longtemps, depuis le début des années 2000. Marie-Pierre et moi, on rêvait de ce lieu-là, au point où la propriétaire nous avait promis d'être les premiers informés au moment où elle allait le mettre en vente. On l'a été, donc en 2012. On est allé revisiter, c'était sûr, on était amoureux de ce lieu. Après, en effet, on a fait le pas, parce que c'est la conjonction... Je pense que c'était le bon moment, en fait, pour le faire. Il y avait une maturité chez nous et une promesse de maturité chez nos garçons, nos enfants, Marion aussi. Tout était réuni pour que ça se fasse, en fait. Voilà. Et en même temps, de l'autre côté, on voyait bien que cette maison de Roanne, où on était locataire, depuis 86 ans, parce que ça faisait 86 ans que mon grand-père était arrivé là et ma grand-mère, eh bien, tous les jours, on mesurait la contrainte, en fait, la frustration de ne pas avoir de jardin potager, de ne pas avoir d'espace, d'avoir les nuisances de la ville, place de la gare, voilà. En fait, le point qui était positif avant, c'était l'histoire, l'héritage et l'histoire. Alors, comment faire dans un déménagement pour ne pas couper le fil ? Pour que cette histoire continue, en fait. Et peut-être même nous donne la force, la force et les clés pour réussir là où on était. On avait un peu la trouille, hein, on n'était pas sûr de rien du tout. Hein, on n'était même pas sûr de l'architecture, on n'était pas sûr que les clients nous suivent. On a été très critiqués au départ, parce que beaucoup de Rouennais et d'habitués avaient des souvenirs à la table de la gare de Roanne et avaient peur de les perdre, ces souvenirs. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure des images de ce lieu, mais on va déjà faire... parce que finalement, la cuisine, ça commence par les produits, par le marché. Alors, on va aller faire un tour au marché. Et d'ailleurs, ce sont vos deux fils, César et Léo, qui sont en train de faire leurs emplettes. Alors, le marché, c'est là... Voilà. Donc tous les vendredis matins, on se retrouve sur la place du marché à Roanne. Alors moi, j'y vais plus rarement. On va voir là César, l'aîné, qui est chef de cuisine maintenant, et même plus que ça, à la grande maison à Ouche. T'avais eu mon message ? Ça t'intéresse ? Ah oui, je vais en prendre un peu. Après, t'en as peut-être du cultivé ? Non, ça nous arrive d'en acheter, mais on n'a pas besoin en ce moment, mais je vais en prendre. Ah les gars, cresson sauvage. Il est sauvage ? Oui. Ça pique. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, parce que c'est... Si, c'est les orties en fleurs, c'est bon. Non, ça c'est de la lierre. Ah, c'est Il de y la a lierre. Thomas, oui, Clément et Romain, donc qui sont des très proches. C'est beaucoup moins haillé que l'ail des ours, donc c'est intéressant aussi, puis il est tout en fleurs. On en a dans le jardin, je me souviens, tu m'avais montré. Ouais. Je peux, deux bottes. Oui. Il y a 4 fenouilles, 20 choux raves, 3 anettes, un chou-fleur, courgettes,
2 ciboulettes, 2 rames, une frisée, 14 œufs. Non. Courgette jaune? 3 pièces de courgettes jaunes. Je ne veux pas avoir 3 pièces de jaune. C'est vrai? Non. Ah, c'est très bon, les 9. Voilà Non, j'ai Léo, pas goûté. son jeune frère. Les kiwis de la Grèce. 3 €. Qu'est-ce que je vais te prendre? Bon, je crois que j'ai que l'amande dont j'ai besoin. Hein. Oui. Je fais quoi? On amuse céleri, G. Persil? Si, je vais te prendre une botte de persil, il est beau ton persil. Je t'en prends une botte. Salut. Salam alaikum. Salam alaikum. La baisse? La baisse rouillard? Ça va? Il y a les carottes fins. Non, mais je crois que je suis bon. Vous avez pris d'amande? Je suis bon. Moi, j'ai... Et le pétrave. Ouais, mais j'ai pris déjà. Eh ben, ouais. Non, mais c'est bon. Écoute, c'est tout bon. Pour le moment. Voilà. Ça va, Léo? Ça va. Ça va. Bon, j'ai fini, je crois. 12 bottes de menthe. Combien? 12. Rouge. 12. Mais là, C'est la plus belle menthe du Maroc, elle est ici. Voilà, donc le marché. Et ensuite, maintenant, on va aller donc, vers le restaurant et voir tous les préparatifs. Donc, avant Je veux juste Oui. dire ce qui est évident, Oui. la saisonnalité évidemment, hein. Et privilégier les marchés, c'est une règle. Les producteurs locaux, c'est ce qu'on privilégie. Évidemment, on fait tous nos efforts dans ce sens-là. Il y a des produits qui viennent d'ailleurs, hein. On a des produits qui viennent de Bretagne. Tous les poissons sont de Bretagne, à part évidemment les poissons d'eau douce qui sont locaux. On a la chance dans la Loire, notre département, d'avoir beaucoup d'étangs et d'avoir encore, et puis d'avoir la Loire aussi. Donc on a encore, mais ils sont rares, hein, les pêcheurs d'eau douce. Vous savez que c'est dans la Loire que l'escalope de saumon à l'oseille, la fameuse, est née. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, les saumons sont protégés, hein, dans le fleuve, mais voilà, tout ça pour vous dire que la saisonnalité est une règle, le respect, la connivence, le travail, même les relations intenses qu'on peut avoir avec nos producteurs. Et même si on a notre propre potager aujourd'hui, en permaculture, on n'est pas autosuffisant. Donc on est toujours très complice avec eux. Et c'est même eux qui nous précèdent dans... enfin, pas qui nous précèdent, c'est qu'on conduit les semences de l'année suivante avec eux, selon, on imagine, des besoins. Donc on essaye d'anticiper sur nos besoins. Le complément, évidemment, ils sont sur les marchés, donc tout le monde y a accès, hein, je veux dire, tout le public y a accès. Mais voilà, pour vous dire qu'ils sont aussi à la source de la composition des plats qu'on propose. Alors, on va se diriger maintenant vers le restaurant et voir la préparation des plats. Alors, on traverse la campagne. Mon quotidien. Donc ça, c'est des images qui sont extraites d'un film de Frédéric Weissman qui s'appelle Menu Plaisir. Donc les images ont été tournées en 2020, entre fin avril, mai et début un peu juin. C'est bon. Bon, Merci beaucoup, bonne revoir. Bonne journée. Donc là, c'est Mickaël Rollet, hein, qui livre. Producteur bio. Ouais, commence à descendre les trucs parce que là, il y a trop de monde. Là, je suis. Il y a cette grande presse à côté, c'est pas une presse d'imprimerie, hein, c'est une presse pour les carcasses de canard ou les carcasses de crustacés, pour extraire la substance, la quintessence du jus. La chance qu'on a, c'est d'avoir une cuisine qui est grande ouverte sur la nature, beaucoup de lumière dans la cuisine, c'est une cuisine très moderne. La maison a été faite il y a 7 ans. C'est le piano qu'on avait dans l'ancienne maison, il est sacré, hein, on l'a gardé. Voilà, on voit derrière, hein, on a la campagne, on a les vaches, les chevaux, le jardin potager à 2 pas, voilà, la pâtisserie sur la droite.
ça. On est frappé par le calme. Hein, et tout se passe tranquillement. Là, on est dans la mise en place. C'est le matin, c'est la mise en place, c'est lorsque les cuisiniers, là par exemple, c'est le repas du personnel là, qu'il est en train d'amener. Mais c'est quand on cuisine à la maison, vous connaissez ça, hein, c'est toute la préparation avant le coup de feu. Donc c'est de 8h à 11h. La cuisine est faite propre. Toutes les équipes vont manger à ce moment-là et reviennent après. Et c'est le temps du service. Ah, et là, qu'est-ce que c'est? Là, on table du chocolat à une température de 37 degrés. Tablé, vous voyez, il est fluide, c'est de la couverture de chocolat. Et il va, selon une technique bien particulière, l'affiner. Antoine, pâtissier. Alors voilà, avant de l'affiner, il faut le malaxer, le faire légèrement tomber en température. Attention que ça ne tombe pas, il n'est pas loin. Ah ben là, non, mais là, il le met dans la cupule, voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il va en faire après, là, j'ignore. On va peut-être le voir. Non. Le film a un peu plus de 2 ans, hein, alors donc ça a changé depuis. Hein. Là, c'est des petits œufs, on fait des faux œufs en fait. Trempés dans le chocolat blanc, légèrement teinté pour avoir la couleur de l'œuf à la fin. Voilà, la coquille d'œuf. Oui, bon, c'est des effets de décoration, hein, ça, c'est du chocolat. Ben voilà, le chocolat qu'il avait tout à l'heure, c'est pour faire ça, quoi. Voilà, le chocolat va durcir après. Et là, je ne sais plus ce qu'on fait avec ça non plus. C'était il y a 2 ans, mais voilà, la main est libre, la main est experte et en même temps, elle est libre. Tout est là dans la pâtisserie comme dans la cuisine, c'est-à-dire l'acquis, le travail, la répétition du geste sans cesse. Je reviens au gnocchi de la mémé, hein. La même chose, hein, c'est la même chose avec un petit peu plus de temps et d'expertise, mais on fait et on refait et ainsi on s'améliore, on va plus vite, on est plus précis. Et ça, c'est des capres qui sont épinglés. Alors, c'est pas des capres au vinaigre, c'est des capres au sel qu'on dessale légèrement, mais le sel est quand même encore présent. Et on les trempe dans le chocolat. C'est extrêmement bon, ça. Alors, pour le faire, on les plante une à une sur une épingle. Voilà. Et on en fait un dessert. Le même chocolat, mais qui va être abaissé après. Beaucoup de filles en pâtisserie, toujours, hein, beaucoup de filles. Quasiment que des filles en pâtisserie. Très peu en cuisine, mais en pâtisserie, c'est vraiment... c'est devenu un métier de fille, quoi. Il n'y a plus que le chef, Romain, qui est un garçon. Tout le reste, c'est tout des filles. Il y a 6 filles en pâtisserie. D'ailleurs, je peux plus me souvenir de son nom. Elle est très très bien. Elle est chez Yannick Alino maintenant. Elle est doyen à Paris. Elle est chef pâtissière chez Yannick Alino. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous avec ce nouveau lieu, finalement? Tellement de choses. Mes enfants. Oui. Mon fils, c'est celui qui a le plus changé. Moi aussi, j'ai dû changer, d'ailleurs. Moi, c'est le film qui m'a fait changer. L'âge, peut-être. Non, le film de Wiseman m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je laisse du terrain parce que j'étais dans les images beaucoup trop présent. Après plus de 10 ans de travail avec César, j'étais encore trop présent auprès de lui, à vouloir collaborer, partager les créations, etc. Et le film, on pourrait dire, m'a pété à la gueule d'une certaine façon, comme ça. Je dis, c'est pas vrai que je suis comme ça, il faut que j'arrête. Donc voilà, j'ai changé, mais ça, c'est le film. Le fait d'être à Ouche, non, César, qui a pris une maturité formidable. Les équipes, je sais pas, l'ambiance générale, l'énergie que dégage. Combien vous êtes en cuisine? L'équipe fait combien? 22. Ah oui. Avec les pâtissiers, ouais. On est 70 dans la maison pour 50 clients. Donc c'est presque 1,5 par client, quoi. Alors 70 en comptant les 15 chambres, hein, en comptant les jardiniers, 4 jardiniers. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce métier-là, là peut-être que je m'adresse aux enfants, dans ce métier-là, il y a des métiers.
dans ce métier-là. Déjà dans la cuisine. J'en vois... Déjà dans la cuisine, on est rôtisseur, saucier, on est garde-manger, on est entremétier, pâtissier, c'est un autre métier, boulanger, c'est un autre métier. Au moins 5 déjà. Ensuite, il y a le métier de la salle. Sommelier, ce n'est pas les hommes de service. Je ne parle pas des grades. Hein. Sommelier, homme de service, c'est un choix qu'on fait. Voilà, un choix. Je vais être sommelier, je vais apprendre sur les vins. Le monde du vin me fascine. Je veux en savoir plus. Après, il y a les métiers de la réception. La réception, standardiste, à l'accueil, assistant de direction, aux réservations, donc l'administration, comptable. À l'extérieur, homme d'entretien, jardinier. Dans les jardiniers, il y a ceux du potager et ceux qui, au contraire, entretiennent en général les jardins, la découpe, l'élagage. Ce pas les mêmes. Ce pas les mêmes formations. Après l'hôtel, il y a ceux des petits déjeuners qui sont plutôt des gens de service qui sont spécialisés dans le petit déjeuner et toutes les personnes, hommes et femmes, d'étage. Ben déjà, ça fait au moins une quinzaine de métiers différents. Donc, l'école donne la possibilité de les approcher, de les pratiquer un tout petit peu, et puis de faire son choix. Voilà. Donc ça, c'est les métiers de la maison, passionnants. Au milieu de ça, moi, je suis un animateur. Voilà, je suis un animateur. Vous n'êtes plus en cuisine maintenant? Je le suis, je porte la veste de cuisine, j'ai toujours plaisir tous les matins à voir les gars, les saluer, les appeler par leur prénom, les titiller aussi, c'est-à-dire... j'ai beaucoup de mal, hein, c'est mon moteur, hein, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à m'en passer de la cuisine, quoi. Voilà, parce que c'est tellement passionnant. Et être au milieu des gars, d'abord c'est être au milieu des jeunes, et puis qui ont du dynamisme. Et en même temps, et César a la même pratique que moi, être au milieu d'eux, c'est parler avec eux. Et parler avec eux, c'est s'enrichir tout en enrichissant. En fait, il y a ce jeu où quand je dis j'apprends, j'apprends sur moi. En fait, j'apprends sur moi, mais j'apprends de toi aussi. Et voilà, je les interpelle le matin parce qu'ils sont en train d'agir, de faire une belle action ou pas. Il m'arrive de les rectifier. Il m'arrive de leur dire « t'es pas bien organisé, ton plan de travail est sale », ou bien « c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu as pensé à le faire comme ça ?» Et puis là, la conversation, elle se délie. Et puis là, du coup, c'est moi qui m'enrichis au moment où je le dis. C'est-à-dire que voilà, c'est un jeu qui est mutuel. Et je pense que c'est la naissance de la création. En fait, elle est multiple, hein, mais elle est notamment là, c'est-à-dire dans ce dialogue avec même un jeune, et même plutôt un jeune d'ailleurs, même plutôt un jeune. Alors, on va voir maintenant le coup de feu, le moment où effectivement ça devient plus rapide, plus chaud. Donc c'est la vidéo 9. Je disais qu'on est boulanger, vous voyez. Donc là, il y a énormément de manutention hein, dans le travail de finition. Là, César fait des tartelettes. Je crois que c'est au moucheron. Par contre, je ne sais plus. Les amandes, il y a une crème d'amande et des amandes au fond. Là, on le voit, c'est tapis au fond de la tartelette. La tartelette est volontairement, vous avez vu, on pourrait dire irrégulière. C'est-à-dire la régularité, c'est de le faire irrégulier. Il faut être précis dans les régularités, ce qui n'est pas simple. Voilà, la partie bien la ronde au-dessus, là. Bon, là, j'en fais un peu trop. Hein. Là, je surjoue. Hein. Il y a 7 à 8 pièces. Je suis plus du tout là. C'était il y a... j'ai dit 2020.
C'était il y a 3 ans, Allez, un donne. truc comme ça. Allez, vas-y, mets tes gousses d'ail. Je tourne en rond avec ces rognons aux fruits de la passion. Écarte un peu tes... Écarte C'est la raison du titre, hein, d'ailleurs, rognons aux fruits de la passion. Viens là. Fruits de la passion. Le beurre, s'il te plaît. Parce que la scène Essaye de faire est si un longue point mais si central. drôle, en Tu vois, tes conversation rognons, ils sont pas centrés. avec César, avec mon maître d'hôtel, où je ne sais pas où je veux les emmener parce que je ne sais pas moi-même ce que je veux faire. Mais je sais que c'est une bonne idée, mais j'arrive pas à la mettre à réalisation. J'arrive pas à trouver le Messieurs, truc. les 3 couverts qui passent à la carte, avec un turbo, une grenouille, une assiette de légumes. Derrière, on fera 2 agneaux primavera à point et un bœuf saignant. C'est monsieur Alan Fischer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un là. Ils ont fait exprès de Fais me mettre un propre les moulin à bords poids d'assiette de beaucoup l'autre trop côté, grand, là, je suis un s'il peu vous plaît. embêté, là, vous avez vu. À la 2. Pas sympa. Allez, on y va. On y va, allez. Donc le coup de feu, c'est le déjeuner et le dîner. Voilà, c'est 2 fois par jour. T'as trouvé le rame ou pas? Oui, chef. Ah, il était où? Il était en bas dans la On voiture. travaille avec des Mais il est pinces, pas hein, joli. vous voyez, on travaille plus, Tu l'as mis dans la glace? travaille plus du tout avec, Eh bien. je sais pas, même cuillère, fourchette. La pince permet d'avoir une main tout le temps libre. Allez, s'il vous plaît. Et puis d'être plus précis, surtout quand on dépose les ingrédients dans l'assiette. Et alors, justement, on sait que vous êtes passionné d'art contemporain. Est-ce que ça influence votre cuisine? Parce qu'on voit un peu aussi les plats, la façon dont c'est disposé artistiquement. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que une partie du travail que j'ai réalisé me ramène à ça. J'en suis conscient, mais au moment où je le fais, j'en suis pas forcément conscient. Ça dépend, en fait. Il y a l'accident qui s'en mêle, mais c'est-à-dire le hasard, mais c'est un hasard sans lettres, puisqu'il est nourri forcément d'une expérience que j'ai vécue. C'est le cas du plat qui s'appelle blanc de lait et noir de truffe, par exemple. Je n'ai pas fait exprès de faire un parallèle avec les œuvres de Lucio Fontana. Le lait s'est ouvert accidentellement sur un pesto de truffes noires. Et en ouvrant, il a évidemment laissé apparaître la chose. Et j'y ai vu une lacération de Lucio Fontana. Mais je n'ai pas fait le truc volontairement. En revanche, quand j'ai voulu le faire une deuxième fois, eh ben, le lait ne s'est pas ouvert. Donc, et une troisième fois non plus, et une quatrième fois non plus. C'est arrivé qu'une seule fois, et à ce moment-là, je me souviens bien, parce que j'avais un cuisinier à côté de moi, et je lui dis, tiens, on dirait du Lucio Fontana. Et il me dit, chef, c'est quoi Lucio Fontana? J'ai dit, attends, bouge pas, parce que je ne peux pas te le dire comme ça. Mais en tout cas, un jour, je peux te dire, j'ai vu une œuvre sous mes yeux, qui était une toile blanche avec une lacération, un coup de je ne sais quoi, de scalpel, de couteau, de cutter, et puis derrière, il y avait du noir. Et je me souvenais de ça. Donc, on va sur Google, sur Fontana, on commence à regarder ses concepts spatial et tous ces trucs. Et il dit, ah ouais, j'ai compris, etc. Alors, je lui dis, et là, on fait des essais, ça ne veut plus le faire. Donc, évidemment, à ce moment-là, on force la chose, on la produit. Donc, on la produit avec une lame de couteau. Voilà, donc je prends un couteau, je dis, bah, bouge pas, on va le faire comme Fontana, puisque mon Fontana le faisait. Donc on va le faire. Seulement, mon couteau, quand il lacérait, il faisait pas l'effet de rétraction que j'ai eu la première fois. C'est-à-dire que ça faisait une lacération dans le lait, dans une feuille de lait, comme ça, comme une lasagne de lait, mais le noir n'apparaissait pas. Et j'ai compris là qu'il fallait inverser la lame du couteau, donc pas prendre la partie tranchante pour laisser une faille, en effet, plus importante. Après, j'ai montré ça à ces premiers clients que je connaissais. Ils n'ont pas capté du tout. Il n'y a eu aucune émotion. Aucune, mais aucune. Je viens à la table et je dis, alors comment vous avez trouvé la feuille de lait? Parce qu'à l'époque, il y avait, voilà, ça ne s'appelait pas blanc de lait et noir de truffe. Et ouais, oh, c'était bon, mais on aurait préféré des truffes entières, en lamelles épaisses, etc. Bon.
Je dis, puis le lait, ouais, un peu ennuyeux, le lait quand même. C'est vrai. Et puis, j'ai dit, bah tiens, je suis déçu, je retourne en cuisine, je dis, il y a un truc qui marche pas, il faut revoir la copie. Et 2 jours plus tard, à d'autres clients, je décide de faire la même chose, mais de ne pas lacérer en cuisine, de lacérer en salle. C'est-à-dire, on amène l'assiette intacte, et c'est moi, là, en l'occurrence, c'était moi, après ça devient en effet le maître d'hôtel ou un chef de rang, c'est moi qui, sous les yeux, fais le geste, alors que le client est attentif, là, puisque j'arrive, tiens, le cuisinier est en salle, c'est lui qui va faire le truc, etc. Donc il regarde le truc, et ça se passe sous ses yeux. Ah ben là, c'était pas du tout pareil. Et là, ça a produit une émotion. Voilà. C'est pour vous dire que la beauté est dans les détails, quoi. Voilà, et c'est un exemple. Tout à l'heure, je vais vous montrer un autre exemple qui est inspiré aussi d'une artiste que j'aime beaucoup. C'est arrivé en voyant une œuvre, mais là, je pourrais dire que c'est la conséquence. Réellement, je vois l'œuvre, je rentre à Roanne et je travaille dessus. C'est différent. Alors, justement, on va voir comment on invente un nouveau plat. On va voir la vidéo 11, caviar en dessert. Là, coupé en 2. C'est pareil, il faut exprès mettre une assiette loin de moi pour que je me couche sur la table. Après, il faut doser. On goûte toujours, hein, on goûte tout. Arrête pas de goûter. Le malheur. Le bonheur. On va commencer à le rééquilibrer. Une assiette creuse. Oui, le choix de l'assiette est très important dans la mise en scène aussi d'un plat. Hein. Et dans la perception qu'on peut en avoir, et visuelle. C'est le rouge et le noir. Oui. Il n'y a pas seulement le fraise et caviar à le dire, fruits et caviar, un fruit rouge et du caviar, mais la couleur, ça pourrait être un dessert. Et ça pourrait être un dessert d'ailleurs, parce que si on lui donnait un côté on est proche du salé, on est proche du dessert. Hein. Après, le caviar en dessert, c'est jamais vu. Hein. C'est encore plus choquant. Un caviar en dessert, mais si ça marche. Ouais. Et ça, moi, je trouve que ça marche, hein. C'est étrange. Sans préjugés, on va frapper les esprits, mais c'est comme le rognon et le fruit de la passion. Hein. Tu frappes les esprits, et comment c'est possible. Et en fait, c'est peut-être encore un cran un peu plus loin. Et on va voir une autre vidéo aussi, la vidéo 10, où on mange des fleurs. Pense bien, quand tu dresses ça, là, pense bien à un bouquet de fleurs. Comme si tu voulais... en fait, c'est un peu comme si tu étais fleuriste et que tu voulais créer une couronne de fleurs, tu vois. D'accord. Du coup, on dirait que c'est une fleur de safran. Combien on met ou quoi? T'as 5 ou 6? Là, 5. Ouais, il faut pas que tu fasses sur un grand plateau comme ça. Faut pas que tu fasses faut pas que tu fasses la spirale. Oui. Ouais, reste bien, au contraire. Quelle table, tu sais? Ça va avec les 11 qui sont à côté, chef. Ouais, c'est la grande table. C'est en complément de ça? Ils sont combien à table? Bien mieux là. Mesdames, Messieurs, j'ai 2 couverts qui passent, 2 grands menus, c'est VIP, s'il vous plaît. Derrière, 2 couverts qui passent avec des menus faits. Ça sera 2 petits menus sans asperges. Oui. Je vais mettre les fleurs jaunes là, à l'intérieur. Ça fait un effet formidable, ça, quand ça arrive aux clients. Oh. Clients, c'est comme si tu leur offrais des fleurs à manger. Et alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des enfants dans le restaurant? Est-ce qu'ils ont droit à un régime particulier? Est-ce que vous les accueillez différemment des adultes? Alors, les enfants, ça dépend des âges. Hein. Mais les plus petits, ils mangent en cuisine avec nous. On a une table en cuisine qui les accueille. Comme ça, c'est une expérience pour eux. Les parents sont tranquilles pour manger au restaurant. Et on s'en occupe. Et ils créent eux-mêmes leur propre dessert. Alors ça, on va dire, c'est jusqu'à 10 ans. Voilà.
soit ils sont autonomes en cuisine et se tiennent bien à table, soit ils sont accompagnés d'une nounou s'ils sont tout petits. Parfois, c'est très bruyant, un peu gênant, on les remet un peu dans les rails. D'autres fois, au contraire, ils sont tellement impressionnés par le théâtre de la cuisine sous leurs yeux qu'ils ne bougent pas une oreille. Au moment du dessert, donc, ils viennent en pâtisserie et on les guide, bien entendu, avec des ingrédients. On leur montre une assiette exemple et après, c'est eux qui construisent avec les mêmes ingrédients en essayant d'imiter la première assiette. Donc, généralement, les enfants qui ont fait ça et qui reviennent année après année sur la route des vacances, voilà, ils veulent à tout prix manger en cuisine. Il m'arrive aujourd'hui de voir des grands qui ont vécu ça petit, parce que ça fait des années qu'on fait ça. Et c'est inoubliable, quoi. C'est inoubliable, ils l'ont ancré là. Quand ils sont grands, d'ailleurs, ils veulent continuer à manger en cuisine. Et donc ça, c'est petit. Après 10 ans, généralement, ils accompagnent leurs parents à table. Et là, on a un menu ado qui va, s'ils veulent l'accepter, parce que parfois, les ados veulent manger le menu dégustation, veulent manger à la carte, etc. Mais on a un menu adolescent, adapté, avec un prix adapté. Et ça, et puis aussi adapté, parce que c'est pas un repas qui va durer 3 heures, 3 heures et demie, ça peut aller plus vite, mais qui donne déjà les premières expériences, on pourrait dire, de cet univers gastronomique, pas seulement l'assiette, mais même l'univers, qu'est-ce que c'est qu'un grand service ? Qu'une élégance, voire même les parents après à ce moment-là, ou nous même, on peut mettre le nez dans un verre de vin, on peut, voilà, tout devient à peu près un peu plus polissé, un peu plus élégant, mais voilà, donc c'est une expérience qu'ils font. Puis après, à l'âge qu'ils veulent, on a encore les menus moins de 35 ans. Alors oui, ça c'est moins de 35 ans. Voilà, ça c'est aussi des menus avec le vin en pairing, en association, donc qui n'est pas tout le temps, qui est à certains services seulement. Et donc, il faut avoir moins de 35 ans. On ne demande pas la pièce d'identité. Hein. Mais ça, c'est génial. Parce que pour des grands, des jeunes dans la vie, mais qui n'ont pas encore les moyens, eh bien, c'est une porte en fait, qui s'ouvre. En fait, c'est la possibilité, en effet, de vivre cette expérience du grand restaurant. Et alors là, c'est incroyable, c'est formidable, parce que alors ça fait un peu plus de 10 ans qu'on propose cette formule maintenant, et j'avoue que le bouche à oreille s'est propagé dans les grandes villes, notamment, partout, villes et campagnes d'ailleurs, mais dans les universités, à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, l'un fait part à l'autre de l'expérience qu'il a vécue un dimanche soir chez Trois Gros à Roanne, et hop, le lendemain, on a une énorme demande, quoi. Il y a plus de 6 mois d'attente pour avoir une table pour un jeune de moins de 35 ans. Et donc vous avez rajeuni votre clientèle avec ce... On prépare la clientèle de demain, et puis et puis il y a des services où une grande partie de la salle de restaurant ne sont que des jeunes, mais qui se mettent beaux, qui sont très... c'est trop joli à voir, quoi. C'est... Alors, on va voir un autre côté, puisqu'on a vu beaucoup la cuisine. Très curieux, très curieux, questionnant beaucoup. On a vu beaucoup la cuisine, on va voir l'autre côté, la mise du couvert, où on va voir une précision absolument incroyable. Le bois sans feuilles. C'est le nom du restaurant. C'est le nom du restaurant. Se débrouille pas mal. Hein. Elle est attentive, maniaque. Derrière elle, il y a encore un maître d'hôtel qui va passer pour contrôler que tout ça est bien fait. C'est un apprentissage, hein, mais voilà, il faut... Vous voyez les enfants, quand on vous dira de mettre le couvert... Ah bon, autant vous dire que les couverts qu'elle dépose ont été déjà, évidemment, astiqués avec soin. Pareil pour les verres. Et les verres, c'est encore plus précis, parce que les verres, des verres comme ça, ils ont vite fait des reflets, des coups de torchon. Il n'y a aucune machine, en fait, à verre qui les laisse parfaits, aucune. Donc là, ils sont déjà vus dans l'office,
et revus au moment où on les dépose à table. Ils ont des gants, hein, vous avez vu? Ils ont des gants, hein, pour ne pas faire l'empreinte en fait, du doigt. Mais là aussi, puis la première jeune fille est d'origine algérienne, parce que on peut en parler, mais ça, évidemment, dans les villes, vous êtes encore plus. Les hôtels et les restaurants dans les villes sont aujourd'hui d'une mixité sociale et mixité culturelle extraordinaire. Mais chez nous, du coup, j'ai fait le compte, et en ce moment, on a 14 nationalités qui travaillent chez nous. Ouais. C'est impressionnant. Alors, on parle en français, hein. On ne parle pas en anglais entre nous. Mais voilà, vous dire que chacun, en fait... Alors, c'est plus vrai dans la cuisine que dans les autres services, parce que ceux qui ne sont pas de France et qui sont en cuisine, alors ils sont en France juste pour un passage où ils sont définitivement en France, amènent vraiment une richesse à la cuisine. Les cuisiniers, nous, les cuisiniers français, on a appris beaucoup dans nos voyages, mais on nous a aussi énormément amené à travers les ouvriers qui travaillent, les cuisiniers notamment qui travaillent dans nos brigades. César leur fait faire à tour de rôle le plat, soit pour l'ensemble du personnel, 70 personnes, soit pour nous, la direction, les chefs de service, on est 8, leur fait faire un plat de leur pays, et à tour de rôle. Donc, ça va du plus traditionnel au plus original. Et franchement, c'est souvent un régal, et c'est souvent aussi vecteur d'une idée nouvelle pour nous. Oui. C'est intéressant. Alors, faut pas que ça s'arrête. Hein. Non, non. Alors, récemment, vous avez conçu un livre avec un photographe, Éric Poitevin. Donc, un livre avec des photos et des recettes de cuisine. D'ailleurs, ce livre, s'il vous intéresse, vous pourrez le trouver à la librairie en face de la Maison de la Poésie, et Michel pourra vous le dédicacer. Mais alors, ce qui m'a étonnée, c'est on va voir les photos de ce livre. Alors, première photo, numéro 13, c'est asperges au blé noir, c'est ça? Ouais, c'est appétissant, oui. Non? Oui. On va voir une deuxième photo. C'est pigeon au baie de cassis. Voilà. Alors, expliquez-nous ça. Bah, d'abord, moi, je voudrais féliciter la maison d'édition Makula qui a eu le courage de nous suivre, Éric Poitevin et moi, dans ce projet-là. L'idée, elle ne vient pas de moi, parce que jamais un cuisinier n'aurait pu avoir déjà l'idée, et puis excité par l'artiste qui est un de mes amis, Éric, je crois qu'il est le vôtre aussi, hein, Gilbert. J'ai dit oui. Voilà, un thème qui est unique, je crois, que personne ne l'a fait avant. C'est-à-dire qu'on a photographié les assiettes au retour de salle, quoi. Voilà, à la plonge. Éric Poitevin avait installé son studio, mais tout ça est fait avec un appareil un portable, en fait. Donc, il avait installé ce qu'il lui fallait, un socle blanc, et il chopait les assiettes donc, au retour de la salle, demandant immédiatement à la personne de service de l'identifier. Donc, il écrivait ça, photo numéro tant, ok, pigeon au baie rouge, etc. Tac, il prenait la photo. Et à ce moment-là, voilà, il passait à une autre. Avec ça, on a évidemment édité un livre qui s'appelle Serve et citron, et qui n'est que ça, en fait. C'est-à-dire, ô combien, sans même le réaliser, le client est acteur d'une esthétique. Et voilà, il fait œuvre, finalement. Alors, c'est plus une comestible, bien qu'il reste là, il n'a pas été très bien mangé, cette assiette de pigeon là. Il reste des petits condiments, baies de poivre, pétales d'oignon, condiments comme ça, la sauce. A priori, il n'a pas saucé avec du pain. Ouais, voilà, c'est assez proprement fait.
Mais voilà, l'œuvre esthétique est très belle. Voilà. Après, faut trouver un marché à ça. Voilà. Et on était bien embêtés. Après, en tout cas, les libraires sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a des recettes avec. Hein. Donc ça, par exemple, c'est le pigeon au baie rouge. Donc, le pigeon au baie rouge, à côté, il y a la fiche technique, comment on fait le pigeon au baie rouge. Mais n'empêche que celui qui va dans le rayon livre de cuisine dit se foutre de moi ou quoi, c'est où est le pigeon et tout. Moi, il me faut la photo pour évidemment être à l'aise en cuisine. Et puis celui qui est sensible à l'art, il peut aussi, alors il y voit en effet l'originalité d'un travail unique d'Éric Poitvin, mais la recette étant trop dans le livre, on pourrait dire. Donc voilà, on a trouvé un public, mais c'est un public entre deux, quoi, comme ça. Et les libraires sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas s'il faut le mettre là ou là, le livre, dans quel rayon. Mais en tout cas, moi, je suis heureux parce que c'est une complicité de confiance avec un artiste dont on collectionne le travail depuis très longtemps. Voilà, Éric Poitvin est un plasticien, photographe. Je crois d'ailleurs qu'il est venu parler avec vous aussi de son travail. Voilà, il est venu faire une petite conférence une fois. Voilà. Et alors, on va voir la... Mais c'est pas facile quand on fait un livre de cuisine de trouver un angle original qui n'a pas été fait. Il y a tellement de livres de cuisine qui ont été faits, puis on a bien vu, plus le livre est beau, moins il est utile. Donc il faut, faut trouver, en effet, soit un livre en effet très original, soit un livre très pratique. Alors, on va regarder la dernière photo. Numéro 15. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est un plat de mon enfance. Tout bête. C'est les cubes de fraises de la Mémé Forté, encore une fois. Voilà, impérissable. Alors, vous allez nous donner la recette. Les enfants, écoutez bien. C'est tout bête. Les grands aussi, hein, écoutez bien. Le problème, c'est de trouver des moules en aluminium. Les moules à glaçons en aluminium. Parce que l'aluminium, ça donne du goût. Et que moi, j'ai le goût de l'aluminium qui me reste là encore aujourd'hui. Et quand je le fais dans des moules en plastique, c'est moins bon que les goûts d'aluminium que l'aluminium que j'avais gamin. Bon, pourquoi? Comme ça, goût de l'aluminium. En fait, c'est des fraises écrasées, des bonnes fraises écrasées avec du sucre et de la crème fraîche. Donc bien écrasées à la fourchette, hein, dans une assiette comme ça. C'est pas dans un bol. L'important, c'est dans une assiette. Il faut que ce soit bien les unes à côté des autres. Il faut les écraser. Attention, ça gicle hein, quand on écrase. Donc, tac, tac, le sucre. On y ajoute la crème fraîche. Voilà. Et après, à la cuillère, on remplit donc un bac à glaçons, si possible en aluminium, et on met au congélateur. Le lendemain, faut démouler et empiler. Et saisir avec les doigts. Et c'était les glaces... c'était la glace italienne, en fait, de ma grand-mère, mais elle était d'une richesse extraordinaire. D'ailleurs, il y avait tellement de crème dedans que même congelée, elle était encore molle. Donc, il faut aller vite au moment où on démoule. Ça dépendra de la quantité, en effet, de crème que vous mettrez vous dedans, mais dès qu'on démoule, il faut aller très, très vite. Voilà, pour le servir, parce que ça commence... Généralement, il y a déjà une nappe de crème qui arrive sur l'assiette au moment où on le sert, quoi. Voilà. Alors, vous nous avez promis une petite surprise. Je crois que c'est le moment maintenant. Attendez, j'espère le réussir. Hein. J'espère le réussir. Alors, je vais vous expliquer. Non, je ne peux pas me mettre debout, la table est trop basse. Alors, donc un petit truc. Il faudrait que je me mette là pour que vous voyez tout ce qui se passe. J'ai amené là avec moi des fines feuilles. Là, de l'orange. Là, une crème au fruit de la passion. Voilà. Le fruit de la passion et mon couteau est là. Hop. Voilà. J'ai le fruit de la passion. Je vais le mettre là pour pas que ça tâche la table. OK. Donc, ça. Hop, je mets là. Moi, j'ai amené des quartiers d'orange. Hop, bien à plat comme ça. Du yaourt, ça pouvait... Là, j'ai amené le yaourt avec moi, mais ça pourrait être du mascarpone, ça peut être une crème bavaroise, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué.
Mais j'aime bien le yaourt parce qu'il est maigre et qu'il amène une acidité. Hop, du yaourt au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Après... Les enfants, si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Ah ouais, ouais. Oui. Vous pourrez goûter après, en plus. Ok. Alors, là, je mets délicatement. C'est une tuile très fine, comme une langue de chat, on pourrait dire un peu. Voilà, ma crème au fruit de la passion, j'en mets un petit peu, comme ça. En fait, je fais un millefeuille. Ah, je vous ai dit que c'était des pâtissières. Je vous ai dit que c'était des pâtissières, et c'est pas pour rien que la pâtisserie aujourd'hui, qui s'est raffinée, mais raffinée au plus haut point, soit entre les mains des filles. Voilà. Hop. Idem. Là, et on recommence. Voilà. Hop. Et là, en dernier, je mets, c'est un potiron que j'ai caramélisé, voilà, qui a une forme comme ça, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, je vais, pour faire joli, saupoudrer, ça c'est une poudre de framboise. Voilà, qui termine comme ça, qui tapisse en fait. Cette poudre, elle tapisse, voilà, la surface supérieure. Et alors ça m'est inspiré d'une artiste qui s'appelle Sylvia Bachely, que j'avais vue pas loin d'ici, d'ailleurs, au Centre suisse, culturel suisse, dans le Marais. Mais il y a de ça 3-4 ans. Hein. Ah, ça m'avait travaillé, l'œuvre m'avait travaillé. C'était sur une œuvre sur papier, où Sylvia avait fait des couches comme ça, grande œuvre sur papier, des couches de couleurs comme ça. Bon, voilà, ça remplissait pas toute l'œuvre, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a retenu là-dedans. J'arrive à Rouen, là encore, je vois César, je vois mon chef pâtissier, je l'avais pris en photo, la pièce. Je leur dis, écoutez, j'ai vu une pièce de Sylvia Bachely, trop belle, je vous la montre. Et je lui dis, là, à Romain, je lui dis, je crois qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, etc. Et je lui dis, commence, vas-y, fais des couches successives comme ça et on verra. Et puis, il commence le travail, et ça n'allait pas, on recommence, ça n'allait pas encore. Enfin bon, voilà, on fait plein d'essais. Et puis, au cours d'un de mes essais, donc, on n'en était pas tout à fait là, j'ai dans la main une fourchette et un couteau, et je fais ça. Vous voyez, et je fais ça. Donc, hop, je mets mon couteau au milieu, et je fais ça. Et au moment où je fais ça, je vois la forme d'un papillon sous mes yeux. J'y vois la forme d'un papillon. Alors, plus rien à voir avec Sylvia Bachely, mais j'y vois le papillon. Comme là, voilà, ça fait un papillon. Donc, je dis, waouh, un papillon. Donc, on recommence encore une fois. Et donc, dès lors où je me suis mis papillon en tête, j'ai dit, il faut qu'on fasse un papillon à partir de l'œuvre de Sylvia. Je ne l'ai pas très bien fait, là. Et je vais en recommencer un autre. Et donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, la création, elle vient de l'attention qu'on porte tout le temps, mais tout le temps vraiment, à ce qui nous entoure. Voilà. Et en portant cette attention-là, naturelle, c'est encore mieux que provoquée, eh bien, il y a des choses qui jaillissent, l'inspiration vient, et puis après, c'est le cheminement qui fait voilà, les choses. Voilà, le cheminement, le travail, bien entendu, l'engagement, et puis la réunion, en effet, des personnes autour de soi qui sont souvent plus expertes que soi. Voilà, elles sont plus expertes parce qu'elles arrivent à mettre en œuvre une idée qui est une idée qui n'existe pas, en fait. L'idée, c'est juste le premier pas vers quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Voilà, la création, c'est comme ça que ça se passe, et c'est très excitant. Bien, on va... Oui, les enfants, vous pouvez venir goûter, mais aussi on va passer aux questions. Si les enfants ont des questions, on va vous passer un micro, parce que les petites conférences sont toutes enregistrées pour être publiées ensuite. Est-ce qu'il y a des questions ?
viennent là. Hein. Tiens. Tiens, je le mets là. Hop. Avec plaisir. Je vais en faire un autre. Hein. Une question là? Après, j'en non ferai un autre. Oui. Ah non, mais j'en ferai un autre pour la photo. J'en ferai Non? Pas de questions des enfants? Alors, on va prendre une question d'adulte. Les moyens enfants, oui. C'est une question. Alors, attends. Non, on va lui en donner un, oui. Parce que du coup, j'ai oublié de mettre le fruit de la passion. Ah. Bonjour monsieur. C'est pour savoir à quoi ressemble le quotidien et même une semaine entière d'un chef étoilé comme vous. Le quotidien, il n'est jamais pareil. Le quotidien, en fait, il est jamais. On peut le voir. Ah, il faut que je prenne un peu de ça avec, voilà, le fruit de la passion. Voilà. On peut le vivre comme une routine ou on peut le vivre comme quelque chose de chaque fois ressourçant, très différent. Mais grosso modo, le quotidien alors les corps de métier différents ont tous des horaires de travail différents. Mais celui d'un cuisinier, c'est assez lourd encore, hein, le travail d'un cuisinier. Normalement, ils doivent être là à 9h le matin, mais ils ne sont jamais là à 9h parce qu'ils ont un tel souci de réaliser leur mise en place qu'ils arrivent avant. Ils peuvent le faire entre le moment de 9h et 11h15, le moment de passer à table, pour eux, hein, passer à table. Mais ils préfèrent arriver avant pour prendre le temps de bien faire. Donc ils sont toujours en avance, certains sont là à 8h, d'autres à 8h30. Voilà, entre 8 et 9h, ils commencent. À midi arrive le service, le temps du service. Donc là, de midi à peu près à 2h, 2h15, ils sont dans le coup de feu. Après, hop, ils nettoient toute la cuisine, ils s'en vont. Il faut une pause l'après-midi. Reprise normalement 5h30. Et là aussi, par souci, il y en a qui arrivent à 5h, il y en a qui arrivent à 5h moins quart, on les voit arriver, on les engueule. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas à être là. Voilà. Mais ils sont là par souci, par investissement, voilà, passion. Encore une fois, on y revient, par passion, mais aussi pour progresser, pour prendre le temps de bien faire et pas avoir après le reproche de leur chef de partie ou de leur chef de cuisine, etc. Travaille à la mise en place de 5h30 jusqu'à 6h30. Ils dînent à peu près une demi-heure. 7h, ça y est, à nouveau, prêt pour le coup de feu. Les premiers clients vont arriver autour de 7h15. Voilà, les premiers clients passent à table. Le coup de feu jusqu'à 10h, 10h15, 10h30. Ça dépend des postes. Le garde-manger démarre plus tôt le service, mais finit plus tôt. Le garde-manger, c'est toutes les entrées froides. En revanche, le rôtisseur, lui, est associé, qui cuit les pièces de viande, son service va être un peu plus tardif, il va finir plus tard, et le pâtissier encore plus tard. Donc les pâtissiers commencent, eux, à 7h, pas avant. Parce qu'ils vont envoyer les premiers desserts à 10h15, 10h30. Et voilà, les pâtissiers, après les cuisiniers rentrent à la maison, les pâtissiers, eux, c'est le dernier client, après... Et voilà, il y a des clients qui mangent très vite, cadence, puis il y en a d'autres qui se lèvent entre tous les plats, soit pour reprendre leur souffle, soit pour aller fumer une cigarette, soit pour visiter la maison, soit pour aller faire un tour dans le parc, soit parce qu'ils ont besoin de se dégourdir les jambes, etc. Donc, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Ça, c'est la journée d'un cuisinier. En salle, c'est un peu différent. Un peu différent parce qu'il n'y a pas besoin d'être là si tôt le matin, ni l'après-midi. En revanche, ils finissent plus tard. Les services sont un petit peu plus longs pour eux. Voilà. Puis après, chacun a son horaire. Quant à moi, je fais ce que je veux aujourd'hui. Hein. Non, j'ai de compte à rendre à personne. Là, hein. Non, moi, je fais ma vie. Je vais et viens. Oui. Moi, je fais la cuisine tous les jours, pas comme vous. Je voudrais en savoir plus sur votre couteau.
que vous avez sorti de votre poche? Parce que moi, mes couteaux, c'est jamais ça, voyez-vous. C'est un Opinel, celui-là. Ah, c'est juste un Opinel que Oui, vous c'est un avez. Opinel que je... Ah bah oui, De quelle taille? c'est pliable. Mais vous voulez dire... Quelle taille? Donc, vous vous en... d'Opinel? Oui. Ouh, bah alors là, Voilà. on Donc, pas marqué dessus. est-ce que c'est le couteau à tout faire, ça? Ouais, champignons. D'accord. Pour aller à la cueillette des champignons, c'est idéal, ça. Et pour la cuisine? Comment? Et pour la cuisine, pour le dessert? Vous avez fini le dessert avec ce couteau? Oui, j'ai donné un coup dessus, mais c'est pas... C'est parce que vous êtes en camping, là. Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez toujours sur vous? Ah non, j'ai pas de couteau sur moi. Non, je suis pas comme certains qui ont le couteau suisse avec tout Oui, prêt. sinon vous entrez pas au musée de toute façon. Oui, avec... Non, j'ai pas toujours un couteau. J'ai pas le saucisson non plus dans ma besace. Excusez-moi, mais comme j'ai le micro, le film avec Wiseman, est-ce que ça a changé des choses pour J'ai pas vous? tout à fait compris le film. Le film avec Wiseman, ça a changé des choses. Tout, ça a tout changé. Ah ben voilà, dites-nous. Mais non, comme je disais tout à l'heure, c'est une thérapie pour moi. Parce que je me suis vu faire. Et je me suis entendu faire. Donc, bon, d'abord, le film de Wiseman, c'est un... Je ne sais pas si on peut en parler, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Vous savez qu'il est à Beaubourg en ce moment. Donc, il est projeté pendant tout l'automne. Toute l'œuvre de Frédéric Wiseman est projetée à Beaubourg jusqu'à Noël. Et donc, il y a Menu Plaisir qui est projeté aussi. Il a filmé pendant 2 mois. Il a fait 160 heures de rush. Il filmait tous les jours. Il n'y avait jamais une question. C'est un film qui montre les choses telles qu'elles sont. Jamais une question, jamais rien n'est provoqué. C'est pour ça qu'on l'a accepté, hein, parce que 2 mois de tournage, c'est juste pas possible quoi, d'avoir une petite équipe, parce qu'il y a une caméra et une prise de son, et encore, la prise de son, des fois, elle n'est pas là, puisqu'on l'a en micro-cravate comme ça. Mais donc, oui, c'était à la fois, c'est révélateur, c'est d'un instant de la vie du restaurant, enfin, sur un temps de 2 mois. Donc, c'est sur le plan des archives familiales, c'est extraordinaire d'avoir toutes ces images-là. En même temps, pour moi, pour nous, la famille, on ne peut pas se voir. Hein, pour nous, c'est pas tenable de se regarder. Là, ça va parce que je n'avais pas l'œil derrière moi, et là, je le supporte parce que je l'ai vu et revu. Et puis là, c'est un tout petit écran, mais se voir, s'écouter, c'est déjà très difficile. Et en même temps, me voir agir, c'est en plus très difficile. Lorsqu'on a vu la première projection à Paris, chez Unifrance, c'était avec Frédéric Wiseman, on ne s'est pas adressé la parole les uns les autres pendant tout le retour jusqu'à Rouen. C'était le silence. On était fâchés envers nous-mêmes, fâchés envers l'autre. Enfin, c'est surtout après moi qu'ils en avaient. Parce que moi, je ne pensais pas que Wiseman allait autant retenir d'images de moi dans le film, parce que je lui avais dit avant, Frédéric, monsieur Wiseman, oui, mais s'il vous plaît, c'est pas... voilà. Moi, je ne veux pas occuper une grande partie du film, etc. Il n'a pas tellement respecté ce que je lui ai dit, parce que voilà, je suis très présent par l'image, trop. Et puis donc, ce retour à Rouen, voilà, ils m'ont dit, tu vois, j'en avais prévu, ça allait se passer comme ça, voilà. Donc, et puis en même temps, ça me permet de voir, ça m'a fait un point. Je trouve qu'il y a un avant-film et un après-film. Et je fais beaucoup d'efforts aujourd'hui pour me retirer. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je dresse les rognons, etc., je vois que aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans l'action comme ça. Plus du tout. Voilà, plus du tout. Oui, question. Pardon, désolé. Bonsoir. J'avais 2 questions. La première, c'est quelle serait la différence entre un grand chef comme celui que vous êtes devenu et un chef cuisinier plus classique, tel qu'on les rencontre tous les jours? Et la deuxième question, c'est parce qu'on m'a posé la question à moi, mais pourquoi tu vas à la Maison de la Poésie pour écouter un cuisinier?
Ça, la deuxième question, c'est vous qui répondez, non? Moi, j'ai eu ma réponse là. Mais quelle est votre Voilà. vision de la question? Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre un grand chef et un très grand chef. C'est peut-être la partie très grand chef, c'est ce qu'on croit. Il n'y a pas de différence en réalité. L'aura, dans mon cas, l'histoire d'une famille, un nom qui brille et qui fait que, voilà, comme héritier d'un très grand chef, j'ai cultivé ça, j'ai travaillé. Mais en même temps, j'ai pas eu mon nom était tellement connu que j'ai eu beaucoup plus de difficultés à me faire un prénom, quoi. Voilà, moi, c'est. Mais un très grand chef, c'est pas nous qui en décidons, en fait. C'est vous. C'est vous qui en décidez. Et les journalistes spécialisés, peut-être aussi, qui alimentent ça, qui alimentent ce sujet-là. Et puis, c'est le guide Michelin aussi, parce que, en effet, on aurait tendance à penser que 3 étoiles Michelin, c'est des très grands chefs. Mais ça voudrait dire que ceux qui sont 1 ou 2 étoiles, peut-être même 100, et qui sont très prometteurs, très talentueux, alors c'est qu'ils ne seraient pas encore très grands chefs, qui vont le devenir. C'est long, parfois, pour le devenir. Alors, quoi. Ouais, c'est pas aussi rapide que dans le sport, j'allais dire que c'est long aussi. Mais voilà, moi, je fais pas de nuance. En tout cas, moi, personnellement, je fais pas de différence entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est des cuisiniers. D'ailleurs, moi, jamais on emploie le mot très grand chef. Hein. Jamais dans aucune... vous verrez ça dans aucun des écrits, sinon peut-être venant d'un autre, parce qu'on n'en a pas le contrôle. Mais jamais aucun de nous, pas plus Pierre Gagnère qu'Olivier Rollinger, que Michel Brasse, on va se proclamer, on se dit cuisinier, quoi, voilà. Peut-être est-ce le regard qu'on porte sur vous, oui, que le monde porte sur vous, qui fait de vous plus les gens avec lesquels vous travaillez, l'aura aussi économique. Je pense que le nom impressionne, voilà, c'est ça. Et on a tendance, en effet, à assimiler grande cuisine et grand chef, quoi. Voilà, il y a un truc. Bien que grande cuisine, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, d'ailleurs. Non, mais on enregistre. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir le micro. On enregistre, mais on coupe après. Alors, moi, je vais employer aussi le terme de grande cuisine. Est-ce qu'on peut trouver de la grande cuisine comme la vôtre, mais dans des restaurants sans tout le décorum que vous proposez? Donc, des pas grands restaurants, en fait. Ouais. Je pense à mon deuxième fils, là. Mais je pourrais penser à plein d'autres. Hein. Je pense à Léo, à la colline du Colombier, son décor est beau quand même. Mais il n'a pas ni le prestige, il a le nom. Mais son affaire n'est pas étoilée. Il fait une cuisine plus simple, mais pas moins brillante, avec des produits plus modestes. Donc, c'est plus abordable. L'esprit du lieu est magnifique, c'est dans une ferme, la colline du Colombier. Il a un apprentissage et un savoir-faire superbe, mais il fait les choses de façon beaucoup plus tout, le service, la cuisine, l'assiette, le rapport avec le client, la décontraction est de mise, quoi. Voilà, la convivialité. Alors la grande maison, elle est conviviale aussi, mais quand même, voilà, c'est une grande maison. Voilà, il y a une distance, une élégance. Des gestes, c'est intimidant. Voilà, c'est intimidant un grand restaurant. Chez Léo, il n'y a rien de tout ça, c'est pas intimidant du tout, mais voilà, et puis il y en a plein, comme je pense à la Maison des Correts, à Vichy, et plein d'autres, quoi, voilà, qui sont, voilà, où la cuisine est excellente, et voilà. Oui. Donc, je vais vous passer les liens, ça ira plus vite. Bonjour, une question toute simple. Qu'est-ce que vous cuisinez quand vous êtes à la maison? Qui c'est qui l'a dit, là? Elle l'a dit. Qu'est-ce que vous mangez? Ce que me prépare Marie-Pierre.
Il y a du jambon blanc, des macaronis. Ah, il y a de ça, des gratins, des soupes, des entrées froides, une belle gestuelle, beaucoup de spontanéité, que des bons ingrédients, mais fait comme ça, avec un sens inné de la cuisine. Ouais. Ah, ça, j'ai cette chance-là. La cuisine domestique, la cuisine de la maison, moi, je la mesure, hein, et elle m'inspire. Hein. Elle m'a toujours inspiré, elle continue à m'inspirer. Ouais. Ouais. Donc il m'arrive, alors quand il y a des invités, c'est autre chose. Quand il y a des invités, ça c'est le quotidien. Quand il y a des invités, c'est-à-dire 6 à 8 personnes, là c'est de l'organisation. Et Marie-Pierre fait les entrées et moi je fais le plat principal généralement. Voilà. Alors donc là, j'essaie pas d'imiter 3 gros de la grande maison, hein. Mais je fais déjà des choses qui sont un peu plus élaborées. Voilà, je fais le plat principal, je fais du poisson, du crustacé. L'autre jour, j'ai fait une très bonne soupe de poisson avec des coquillages, un peu de crustacés, poisson et tout. J'ai pris les épices rolingées pour l'agrémenter et lui donner cette part de mystère propre aux épices rolingées, voilà. Mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Et je vais chercher mon petit flacon comme ça, tu vois, c'est ça, c'est la poudre du voyage. Et alors... non, voilà. Ouais, je fais le plat principal. Après, elle reprend la main pour le dessert, généralement. Voilà. Mais c'est pas que je veux lui céder, hein, mais c'est qu'elle la prend, quoi, sans que je lui donne la main. Et ce que j'aimerais bien, moi, aller jusqu'au bout, faire tout, mais non, elle adore cuisiner, Marie-Pierre. J'ai pas compris comment vous êtes devenu cuisinier. Est-ce que vous avez appris sur le terrain par l'héritage de vos parents ou alors vous avez reçu une formation dans une école quelconque? Les deux. Et les deux, j'ai appris à la maison, peu, mais beaucoup le goût. Transmission, voilà, transmission inconsciente, mais transmission quand même. École hôtelière, donc là, mes premiers touchés avec, mais sérieux, quoi, avec des profs à côté et tout. Il y avait des notes à la clé, hein. Et puis j'étais 3 gros, moi quand je suis rentré à l'école hôtelière, ils m'attardaient au coin du bois, les mecs, hein. J'étais les chefs de cuisine, il fallait que j'en donne un petit peu plus et je ne savais pas vraiment en donner un peu plus. Sur le plan technique, mais pas sur le plan de l'assaisonnement. Sur le plan de l'assaisonnement, j'avais une longueur d'avance. Y compris peut-être même sur les chefs de cuisine qui m'apprenaient. Et puis après le terrain, c'est-à-dire mes premiers stages, Alain Chapelle, maison qui n'existe plus, mais qui était un grand chef, qui était à Mionnay dans l'Ain, à la Chapelle. Puis après Roger Verger à Mougins, une maison qui n'existe plus non plus, mais qui à l'époque était 3 étoiles merveilleuses, à Mougins, près de Cannes. Puis après, hop, terminé l'école. Après, je rentre vraiment dans le métier. Avant, c'était des stages. Je rentre vraiment dans le métier chez Freddy Girardet, à Crissier, en Suisse. Et puis après, j'enchaîne, Michel Guérard, Taïwan à Paris. J'enseigne aussi, je pars à l'étranger, la Belgique, l'Angleterre, au Connaught, les États-Unis 2 fois, à San Francisco la première fois, chez Panis, à Berkeley, avec une femme chef, qui devient après une femme très très connue, puisqu'elle est présidente de Slow Food États-Unis, qu'elle a une aura, qu'elle a écrit énormément de livres sur la cuisine, la nouvelle cuisine américaine, on pourrait dire, qu'elle s'est battue pour la qualité des produits, notamment aux États-Unis, mais à commencer par la Californie. C'est-à-dire, elle a lancé, carrément, c'est pas qu'elle a relancé, mais elle a lancé une vague de producteurs fermiers qui n'existaient pas aux États-Unis, hein, dans les années 80, au tout début des années 80, et maintenant on voit fleurir à Berkeley, dans la Napa Valley, à Carmel, comme partout aux États-Unis, à New York aussi, des petits producteurs comme on a chez nous, hein. Ça n'existait pas il y a 30 ans, hein. Moi, je me souviens, mes premières expériences aux États-Unis, avant les années 80, là, entre 75 et 80, on amenait notre beurre, on amenait notre crêpe fraîche et notre farine. Il n'y a rien, on ne trouvait pas de quoi faire du feuilletage, de quoi faire une bonne béchamel ou rien. C'était incroyable. Donc là, après Michel Guérard, une saison à Eugénie-les-Bains. Après, je repars aux États-Unis, à New York, avec Michel Guérard qui m'embauche dans son restaurant où il est à New York. Et puis après, je reviens. Mais ce que je veux, pour répondre à votre question, la cuisine et la passion de la cuisine, elle vient en faisant. Hein. C'est-à-dire, parce qu'on prend du... Alors, il faut s'obstiner, hein, faut pas relâcher. Mais
ça a ça de merveilleux, et tout l'artisanat a ça de merveilleux, c'est qu'on mesure ses progrès très vite. On mesure les progrès de la main, de la connaissance, très très vite. La main, l'habileté de la main, l'agilité de la main, les résultats obtenus, ou les échecs d'ailleurs, mais les échecs font qu'on progresse, on comprend, on essaye d'en tirer les conséquences, etc. Et donc, tout ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Puis après, moi, je suis rentré dans un univers, évidemment, où j'ai rencontré d'autres chefs de ma génération, de la génération au-dessus, des maîtres qui m'ont influencé, qui m'intimidaient, qui me faisaient peur aussi. Hein, mais aujourd'hui, je les vois plus de la même façon que je les voyais quand j'étais gamin. Aujourd'hui, ils sont dans ma mémoire comme des gens très influents, et notamment Freddy Gérardet, qui a eu une énorme influence sur ma façon de penser la cuisine. Ma façon de la pratiquer, la simplicité, voilà, la simplicité. Après, en pratiquant la cuisine, on trouve un chemin, en fait. On trouve ses attirances. Voilà. Et puis après, on se libère du carcan familial, enfin classique, et du carcan familial. Ça, c'est une autre étape pour écrire à sa façon les choses. Critiquable, c'est critiqué, puisque, évidemment, c'est fébrile, c'est en gestation, c'est incertain, mais tout de même, et la création commence, les premières sensations, les premières maladresses, les premières critiques, mais les critiques construisent, et hop, voilà, c'est ça. Mais la cuisine, c'est passionnant. C'est vraiment, hein, on rentre dans un... Et puis, la cuisine, c'est jamais fini. Même à mon âge, c'est passionnant. Je sais pas si je le transmets, mais c'est incroyable parce que c'est passionnant. Je vois encore, au moment où je vous en parle, je m'excuse, ça me donne des émotions, mais mon père, il avait, à 90 ans, putain, je suis ému parce que je le vois encore. À 90 ans, il se posait encore des questions sur... alors, il faisait la cuisine de la maison, il ne faisait plus la cuisine professionnelle, mais il se posait des questions sur pourquoi une sole, on écaille la peau blanche et on enlève la peau noire. Alors, un jour, j'arrive à la maison, chez lui, il me dit, tiens, j'ai essayé de faire une sole où j'ai écaillé la peau blanche et la peau noire. Et je l'ai mis à cuire. Et le résultat, la peau noire est aussi bonne que la peau blanche. Donc, quel est le mec qui un jour a dit qu'il fallait enlever la peau noire? Et là, conséquence du truc, ça interpelle quand même. On se dit, bah merde, on fait le truc en trop, pourquoi? Il y a plein d'automatismes comme ça dont on cherche la source et on n'est pas capable de l'expliquer. C'est dingue quand même, hein. Mais voilà, pour vous dire qu'il avait 90 ans au moment où il se pose cette question-là, et il s'en est posé plein d'autres, et il est arrivé à des résultats. En se posant la question, on trouve souvent la réponse d'ailleurs, hein, en s'obstinant sur la chose. Donc la cuisine, c'est ça en fait, c'est sans fin, c'est perpétuel, voilà. Donc on rentre là-dedans, c'est sans fin. Et puis les rencontres qu'on peut faire... des rencontres merveilleuses au bout du monde, et puis tous les cuisiniers du monde parlent la même langue. On parle tous la même langue, même si on ne se comprend pas, on parle la même langue. D'abord parce que le vocabulaire du cuisinier est un vocabulaire français, c'est la référence partout. Et après, parce que la plupart des cuisiniers, même du bout du monde, ont des notions de français grâce à la cuisine. Ils ont du vocabulaire français grâce à la cuisine. C'est étonnant, ça aussi, hein. Ça me fait penser à un truc. Un jour, dans un tout petit estaminet de Shinjuku, au Japon, le restaurant faisait 2 fois la table. C'est-à-dire qu'on rentrait de côté, comme ça. On ne pouvait pas rentrer de face, on rentrait de côté, comme ça, les uns derrière les autres, comme ça. Il y avait 4 places. Le mec cuisinait derrière un truc comme ça, il était tout seul. Et il y avait une musique, un opéra, passait à ce moment-là, assez forte d'ailleurs. On s'assoit là, on ne bougeait pas une oreille, hein. J'étais avec 3 de mes cuisiniers de Tokyo. Et ce monsieur japonais qui avait la peau burinée, qui avait un certain âge, qui avait visiblement vu beaucoup de choses, il nous parle en français. Vraiment dans un quartier très populaire de Shinjuku. Donc je dis, tiens, vous êtes allé en France, vous avez appris la cuisine en France, etc. Et il me répond, non, j'ai appris le français grâce à l'opéra. Je lui dis, comment ça?
Il dit, j'ai appris par cœur les opéras français et ça m'a permis d'apprendre le français. J'ai dit, c'est incroyable. Comme quoi, vous voyez, les sources sont incroyables, quoi. C'est incroyable.